Je vous remercie Albouri, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure, Albouri, que nous étions dans le siècle du numérique, n'est-ce pas? Eh bien, si nous sommes dans le siècle du numérique, il y a un autre trait distinctif qui me paraît essentiel, c'est celui du vieillissement. Celui du vieillissement, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une réalité mondiale, n'est-ce pas? Nous, les Français, nous sommes un vieux pays, d'un vieux continent, mais bientôt, c'est le monde entier qui sera lui aussi vieux à son tour. Et sur ce schéma-là, vous voyez, le ratio de dépendance des Chinois rattrapera dans quelques années, dans une trentaine, une quarantaine d'années, le ratio de dépendance de l'Europe et du vieux continent. Mais bien évidemment, la France est-elle première, est-elle aux avant-postes de ce sujet du vieillissement, puisque la génération du baby-boom, c'est-à-dire la génération qui a grandi après la Seconde Guerre mondiale, plus nombreuse que celles qui ont succédé, arrive aujourd'hui à l'âge précisément de la retraite et donc potentiellement de la perte d'autonomie. Pourquoi de la perte d'autonomie? Parce que le handicap, en réalité, est une composante de la notion de l'avancée en âge. C'est une composante parce que, avec le vieillissement de la population, nous en parlions bien tout à l'heure, se profilent des déficiences associées à l'avancée en âge. La première, celle que je cite, puisque c'est celle qu'IPRA connaît le mieux, c'est celle de la déficience visuelle, bien sûr. 25% des personnes entre 70 et 80 ans, peut-être vos parents ou vos grands-parents demain, seront concernés par une déficience visuelle, c'est-à-dire 1 sur 4. Et la prévalence est assez proche de celle de la déficience auditive, mais on peut citer évidemment bien d'autres types de handicaps. On peut citer les troubles post-AVC, qui eux aussi induisent des séquelles qui sont, elles, nombreuses, variées et parfois cumulées, qui induisent là aussi une perte d'autonomie pour les personnes dont il est question. C'est un phénomène qui va aller grandissant bien évidemment et sur lequel finalement la France et d'autres pays est aux avant-postes puisque sa démographie plaide en ce sens. L'enjeu effectivement associé à la perte d'autonomie tient au fait que la dépendance qui est induite par toutes ces pertes d'autonomie, elle est bien souvent partielle. Alors pourquoi partielle? Parce que la définition de la dépendance dans le cadre français est assez restrictive. N'est dépendant qu'une personne qui remplit un certain nombre de critères qui, lorsqu'ils sont ajoutés les uns à la suite des autres, conduit à ce que toute une série de personnes en sont exclues. Je m'explique. Si demain, vous perdez la vue, si demain, vous faites un AVC et vous êtes en situation d'aphasie, c'est une situation dont Alain parlait tout à l'heure, eh bien, vous ne serez pas considéré comme étant en situation de dépendance. Et vous serez nécessairement ne tombant ni sous le coup de la politique du handicap, qui de toute façon en France ne concerne pas les personnes de plus de 60 ans, ni d'ailleurs sous le coup d'aucune politique. Vous serez donc finalement accompagné par le secteur paramédical ou alors par le secteur de l'accompagnement, mais vous ne serez pas, à proprement parler, considéré comme une personne dépendante. Le problème effectivement de cette notion, c'est que ne considérant pas ces personnes comme dépendantes, on oublie le fait que la dépendance partielle est un phénomène d'accélération de la notion de dépendance. Et pourquoi? Parce que la notion de dépendance ne prend pas en compte la notion de participation sociale. Si demain, vous devenez malentendant, aphasique ou alors déficient visuel, la première conséquence pour vous, c'est la perte d'une partie de votre cercle social, la perte de la capacité d'aller vers l'autre, la perte tout simplement de pouvoir être en société. Eh bien, cette notion-là n'est pas prise en compte par les critères de la dépendance. Et ce que les études montrent à ce sujet, c'est que perdant le lien social et la possibilité de participation sociale, c'est un facteur d'isolement et c'est un facteur d'accélération de la notion de dépendance qui, on le sait évidemment, a une dimension psychique extrêmement importante. Elle dépend du bon vouloir de vivre et de continuer effectivement à souhaiter se développer en tant qu'individu. Ces personnes-là, donc, qui concernent les deux troubles que je vous ai cités, déficience visuelle, une partie de la déficience auditive, les troubles post-AVC, ne sont pas considérés comme dépendantes. Pour autant, ces troubles-là augmentent sensiblement. Et la conséquence, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Alain, c'est que l'espérance de vie continue à augmenter, ici en Europe, aux États-Unis et dans un certain nombre d'autres pays. Mais l'espérance de vie sans incapacité, elle,
stagne. C'est-à-dire que nous vivons plus longtemps, mais vivant plus longtemps, nous vivons surtout plus longtemps avec des incapacités. Et c'est une transformation, à mon sens, majeure, qui nécessite véritablement de s'interroger. Donc l'espérance de vie sans incapacité, effectivement, stagne. Et dans ce contexte-là, on est en droit de se demander, ok, qu'est-ce que la technologie peut faire? Et quelle technologie? Moi, le terme que je vous propose, c'est ni celui de numérique, ni celui de digital, c'est celui d'informatique, précisément, qui est le tout premier terme, le terme qui a fait connaître finalement la technologie à tous ceux qui sont ici dans la salle. Et l'idée que je veux porter devant vous aujourd'hui, c'est de dire que l'informatique représente un potentiel de restauration de puissance d'agir pour les personnes qui sont en situation de dépendance partielle, dans les cas que je vous citais. Pourquoi? Parce que si demain vous êtes frappé par une déficience visuelle ou l'un de vos proches, eh bien l'informatique vous permettra, par des logiciels aujourd'hui qui sont matures et qui sont disponibles au grand public, de continuer à lire votre courrier papier, de communiquer avec l'extérieur, de faire vos courses, de réserver vos billets de train, et dans un certain nombre de cas, ce faisant, de dédramatiser la survenue du handicap, voire même de la prévenir, si on considère le fait effectivement que vous êtes équipé des outils pertinents pour assumer le choc de la survenance du handicap. Pour une personne souffrant de troubles de la communication, c'est le cas de mon grand-père, qui a effectivement, après un AVC, s'est trouvé en situation de trouble post-aphasique, qui n'était pas équipé de technologie numérique. L'informatique représentait, à mes yeux, un potentiel de communication, simplement. Ne pouvant plus échanger au téléphone, il était question de pouvoir échanger par email, de pouvoir partager des contenus, éditer des contenus sur l'informatique. Et je me suis rendu compte de la difficulté d'introduire un outil informatique auprès de publics qui, précisément, font partie de cette fracture numérique. Et enfin, pour toutes les personnes qui sont exposées à cette dépendance cognitive dont on parlait, l'informatique représente aussi un potentiel de prévention, dans le sens où l'informatique, et je dis bien informatique et non digital, puisqu'à mon sens, la distinction tient en fait que le digital renvoie à la notion de doigt, correspond à mon sens à l'arrivée de l'ère tactile. Là où l'informatique, dans son émergence initiale, n'est pas tactile. Il s'utilise avec une souris initialement. Eh bien, l'informatique cognitive permet effectivement, via le développement des usages, via le développement de la mémoire, précisément d'offrir une stimulation qui, elle, offre un potentiel de prévention dans le cadre de toutes ces pathologies cognitives. Et en réalité, pour vous dire un mot seulement sur IPRA, ce sont ces dimensions-là que nous investissons en tant que jeune société, avec pour idée simple que si quelqu'un de votre entourage fait une DMLA, par exemple, c'est-à-dire subit une perte de la vue progressive, lui offrir la possibilité de s'équiper d'un ordinateur de manière à ce qu'elle puisse faire levier sur son autonomie dans la vie de tous les jours. On lui livre donc un ordinateur qui est vocalisable, avec des interfaces qui sont personnalisables, s'il lui reste effectivement un résidu visuel, qui est standard, c'est-à-dire qui, dimension sociologique essentielle, permet aux aidants et aux amis, surtout à la famille, de s'y retrouver comme sur n'importe quel autre système, et bien évidemment une notion de formation, une notion de service, d'accompagnement, de manière à ce qu'on rentre dans la dimension essentielle de l'appropriation des usages, qui fait tant défaut, on l'a vu, à la manière dont les technologies numériques sont aujourd'hui poussées ou utilisées. Mais alors, problème, l'informatique, on peut s'en convaincre ici ensemble aujourd'hui, représente une opportunité fondamentale pour restaurer cette puissance d'agir, ou pour se la donner tout simplement si le handicap n'est pas présent. L'avancée en âge est une réalité, et pour autant, la population concernée est très massivement sous-équipée. C'est 8 personnes sur 10 de plus de 70 ans qui ne disposent pas d'un ordinateur à la maison, c'est 15% de personnes déficientes visuelles qui disposent d'un outil technologique, tandis que 65% sont en situation d'isolement. Ces chiffres, pardonnez-moi, sont absolument troublants quand on réfléchit à la situation du comment vieillir dans nos sociétés. Eh bien, les causes de ce sous-équipement sont nombreuses. Je ne souhaite pas rentrer directement ici dans ces causes avec vous. Certaines tiennent à la conception même des outils, d'autres tiennent à la manière dont elles sont même marketées, c'est-à-dire que lorsque des technologies sont poussées vers les seniors, pour les seniors, elles stigmatisent en réalité dans l'avancée en âge ou dans le handicap, et ce faisant, renforcent l'effet de déni des personnes sur leur propre situation lorsque celle-ci existe.
fait une mauvaise connaissance aussi des outils et l'absence évidemment de cette formation dont on parlait. C'est là où on en arrive à la dimension politique, effectivement, de mon propos ici avec vous. On parle de fracture numérique, on en parle souvent, on en parle depuis longtemps, ici, en France et dans d'autres pays. À tel point que ce sujet, vous voyez, est remonté au top de l'agenda politique de nos dirigeants. Emmanuel Macron, notre président de la République, en parlait au sommet européen à Tallinn, en disant qu'il s'agissait d'une des priorités politiques, de manière à doucher un peu les fameuses peurs dont on parlait, ces peurs qui induisent, elles aussi, des populismes et des angoisses à l'échelle des peuples et des sociétés. Alors comment faire pour réduire cette fracture numérique? Par le travail des professionnels. Alors, quel est leur rôle véritablement à ces professionnels sur ce sujet-là? Je vais m'intéresser à un cas très simple avec vous, le cas de la déficience visuelle. Il réunit, vous voyez, 4 types de professionnels différents. J'en compte 2 du médical et 2 du paramédical. Les 2 du médical, c'est le médecin-chef, celui qui est chargé de la chirurgie corrective, et l'ophtalmologue. Eux, leur métier, c'est le cure, comme vous disiez, Alia. C'est la correction, la capacité à redonner l'usage de la vue ou la corriger, pour le cas de l'ophtalmologue. Et l'orthoptiste et l'ergothérapeute, tout du moins dans les missions telles qu'elles ont été définies de leur profession, donc qui sont des professions véritablement paramédicales, ces professions-là ont pour rôle précisément de rentrer dans la notion de réadaptation. Comment je vis avec le handicap dans ma vie de tous les jours. On a donc finalement une répartition assez logique entre d'un côté la chirurgie corrective, le correctif, de l'autre la notion de réadaptation. Mais le problème, c'est que les professionnels en charge de ces questions de réadaptation ne connaissent pas les outils numériques. Et vous l'avez très bien dit, Alain, pour les raisons très simples, c'est qu'elles ne perçoivent pas d'un œil positif l'usage de ces technologies. Elles n'en voient pas l'utilité. Et même dans certains cas, elles disent « mais mes publics ne sont pas aptes ». Ils reproduisent la notion d'illusion de la fatalité chère à la sociologie en disant « ces publics ne sont pas capables d'utiliser des outils numériques ». Il n'est donc pas question, pour moi, c'est aussi une bonne manière de dire j'ai encore une génération pour m'y intéresser, j'ai encore le temps finalement de ne pas prescrire, de ne pas en parler, puisque c'est un phénomène qui n'est pas d'actualité. La réalité, je vous le montrais au tout début de l'exposé, n'est pas celle-là. Il y a des cas d'appropriation jusque très tard dans l'âge, avec des handicaps parfois variés. Simplement, il est plus simple, il est vrai, de se dire que le numérique est une réalité trop complexe pour les publics de l'avancée en âge. Et alors pourquoi, au fond, le numérique a-t-il cette place aussi résiduelle chez les professionnels? Je vais essayer de compléter votre étude, Alain, avec des critères un peu plus subjectifs qui sont ceux de notre observation via la rencontre avec ces professionnels. Premièrement, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Pascal, les professionnels préfèrent se concentrer sur les activités de rééducation, voire même de correction. Pourquoi? Parce que c'est plus noble. C'est plus noble de rendre la vue à quelqu'un ou de la corriger que de lui dire, voilà, maintenant on va vivre avec la pathologie visuelle lorsqu'elle est établie. Et donc, il y a cette notion dont vous parliez de hiérarchie symbolique des professions. C'est-à-dire que les professions du médical ne souhaitent pas s'intéresser à la question de la réadaptation. Elles ne souhaitent pas s'y intéresser aussi parce que c'est une blessure narcissique. C'est la première notion. Et donc, dans la chaîne du parcours d'une personne qui perd la vue, les professions du médical n'introduisent pas du tout la notion du numérique pour cette raison-là. Et les professions du paramédical, qui donc arrivent en bout de chaîne, généralement, quand l'annonce du handicap a été faite, avec des intervalles généralement de gestion de cette annonce qui sont longs, et des intervalles de raccord entre les différentes professions qui sont également très longs, eh bien, encore faudrait-il que ces professionnels disposent d'une bonne culture numérique. Et je dis bien culture numérique, je ne parle pas de connaissance des outils, mais une culture numérique. Une culture des outils disponibles sur le marché, et surtout une culture de l'accessibilité numérique, qui est encore une sous-branche de l'informatique, et qui est une sous-branche sur laquelle, ma foi, il existe très peu de formation continue, outre le rôle qu'IPRA s'est arrogé de faire cette formation qui aujourd'hui n'existe pas, ou très peu auprès d'associations. Eh bien, encore faut-il que cette formation soit disponible et que les professionnels soient convaincus de la notion de rentrer dans la compréhension de cette culture-là.
Ça nécessite effectivement une dimension d'acculturation très forte et sur laquelle aujourd'hui peu de gens sont mobilisés. C'est à mon sens l'une des deuxièmes raisons fondamentales du maintien de cette fracture numérique dans notre pays. Et enfin, la dernière, évidemment, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'absence de l'accompagnement humain des personnes. Sur toute la chaîne que je vous montrais juste avant, on voit bien que l'orthoptiste et l'ergothérapeute ont un rôle de préconisation éventuellement des outils technologiques. Un rôle d'initiation parfois d'après le syndicat majoritaire des ergothérapeutes, mais jamais un rôle de formation. Ça veut dire que dans la chaîne du soin, la formation n'a pas sa place. La formation et l'accompagnement font partie de la dynamique du care. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont laissés pour compte à des associations qui l'effectuent de manière bénévole, tant bien que mal, à des professionnels qui le voient d'un mauvais œil, disant que la dimension de service n'est pas rentable et donc qu'elle mérite de s'y intéresser, mais de manière très lointaine, c'est-à-dire comme le complément d'un produit, mais auquel on s'intéresse que vaguement et qui, au fond, nous casse les pieds. Et ça, je vous le dis, parce que c'est un discours que j'ai entendu régulièrement chez les concepteurs et de technologie, qui, à mon sens, explique aussi une partie du problème. Quelle solution, donc, face à cette situation-là? À mon sens, j'en vois au moins 5 à creuser avec vous aujourd'hui. La première, c'est certainement de sortir un peu de cette hiérarchie symbolique des métiers. Alors, je doute d'y parvenir tout seul. Je pense qu'on sera nombreux à devoir pousser dans ce sens pour obtenir des résultats. Mais faire de la réadaptation à un objectif qui soit noble sur le plan de la pratique professionnelle, ça me paraît être un premier objectif digne de ce nom. Le deuxième, c'est l'intègrement d'enseignements de culture numérique dans la formation initiale et continue des professionnels, puisque tout cela, effectivement, évolue à un rythme considérable. Le troisième, c'est rénover les lieux de mise à disposition du matériel, puisque pour se familiariser avec du matériel, pour le découvrir, encore faut-il avoir un lieu de mise à disposition. Ces lieux, aujourd'hui, sont délaissés en France parce que le modèle sur lequel ils ont été construits n'est pas opérant. Par conséquent, les professionnels demandent des mises à disposition gratuites de matériel aux fabricants, qui, eux, rechignent. Et ce faisant, on auto-entretient en permanence le cercle vicieux de la fracture numérique. Quatrième idée, encore pour que les professionnels aient confiance dans les outils numériques et que l'usager ait confiance également dans l'usage de ces technologies. Encore faut-il qu'elles soient évaluées. Encore faut-il qu'ils aient la possibilité de se fier à une information fiable, délivrée par des tiers, qu'ils soient laboratoires ou qu'ils soient centres experts, de manière à pouvoir s'appuyer véritablement sur une dimension d'intérêt public ou d'intérêt de soins pour leur activité du quotidien. Et ces centres d'évaluation font défaut également en France. Ils font défaut à synthétiser, à produire une information de caractère d'intérêt général qui soit fiable. Et c'est aussi l'une des données d'explication du problème. Et enfin, dernière solution, à mon sens, qui me semble centrale, c'est la nécessité de décloisonner les secteurs, qu'il s'agisse du milieu associatif, du milieu professionnel, du milieu social et médico-social, du milieu de l'entreprise, et en particulier des entreprises sociales, qui sont des nouvelles formes d'entreprises, que l'ensemble de ces structures parviennent à marcher ensemble, à nouer des partenariats, et à s'imaginer comme travaillant en complémentarité, et non pas en concurrence, ce qui est bien souvent le cas dès qu'il est question effectivement de coordination du travail d'un professionnel avec une entreprise ou d'une structure médico-sociale avec une association ou une autre entreprise. Il faut sortir de la dichotomie vulgaire entre d'un côté le monde de la production et de l'économie, de l'autre le monde du social. Ces deux mondes marchent dans la main, nous devons les faire marcher dans la main nécessairement. Et je conclurai donc en vous disant, Albouri, pour rebondir sur votre citation, en disant effectivement que si nous voulons que la science reste cette gourmandise dont on n'est jamais repu, il faudra que cette science renoue avec ses ferments humanistes, véritablement, car la science, la technique, ne sont que le produit de ce que nous serons capables de faire au service de l'humain et de la vision que nous serons capables d'avoir de cet être humain. Voilà, merci à tous.